Bienvenue dans l'émission Comment faire le Congosa thérapeutique. Come closer to my forehead. Face to face we should be. Despite tensions in the air. Hands on hands we should live. Happily, merrily. And shake it under the moonlight we should live. Happily, merrily. And shake it under the moonlight. Pourquoi me fais-tu la guerre? Fais-moi la cour, pitons l'amour. Pourquoi? C'est comment les boss et les bossesses. Quel plaisir de vous retrouver, chers auditeurs, pour l'épisode 9 de Comment faire. Votre web show qui prend sa place sous le soleil des réseaux sociaux. Ici Champi, votre présentatrice, et à mes côtés, j'ai mes acolytes Fiona et Naomi. Le titre de ce numéro est « Comment faire le mythe de la création en pays bamileke ». Et aujourd'hui, c'est une émission qui aura du temps et du goût, car nous avons pour guest quelqu'un que vous connaissez déjà, j'ai nommé Monsieur Zenou Metezen. Sa première fois parmi nous était pour l'épisode 4 et on avait abordé le thème de la différence entre la sorcellerie et la tradition africaine, notamment chez les Bamileke. Et aujourd'hui, il nous parlera du mythe de la création chez le peuple Bamileke. Pour rappel, Monsieur Zenou Metezen fait dans la communication ancestrale depuis 2017. Sa profession est chercheur en informatique et il est aussi entrepreneur en management des entreprises. Il réside à Bagonté dans l'Ouest Cameroun. Zenou, sois une nouvelle fois le bienvenu parmi nous. Est-ce que tu es de nouveau prêt? Oui, je suis prêt et merci pour l'accueil. Je suis très content de partager ce plateau une seconde fois et je me dis que peut-être les fans aussi, les auditeurs seront fiers de me recevoir ou de m'entendre parler. Je n'en doute pas, un seul instant, je n'en doute pas. Bon, le principe de l'émission restait le même. On débute avec les way-forts de Fiona. Ensuite, on entame notre topic du jour, qui est le mythe de la création en pays bamileke. Et on termine avec la rubrique les mots packs et les mots sages de Naomi. Et avec la rubrique Wandayance, qui est mon quiz à une question. Bon, Fiona, c'est à toi de nous faire rêver. Qu'est-ce que tu nous as concocté pour la rubrique les way-forts? Les way-forts. Les way-forts. Les way-forts. Les way-forts. Merci de me donner la parole, Champi. Le premier way-fort de ce jour est la sortie du documentaire série Netflix sur le prince Harry et son épouse Meghan le jeudi 9 décembre dernier. Grosso modo, il s'agit des 3 premiers épisodes retraçant l'histoire du couple, c'est-à-dire l'enfance du prince Harry et de la duchesse Meghan, le moment de leur rencontre jusqu'à l'officialisation de leur relation, ainsi que le rendu public, sans oublier le déferlement médiatique qu'il y a eu autour de leur relation et qu'ils ont dû affronter. Donc, Harry et Meghan mettent particulièrement en exergue l'oppression que c'est de vivre sous les flashs et les paparazzis et nous expliquent le fonctionnement de la presse britannique. Comme on devrait s'y attendre, plusieurs critiques ont suivi ce documentaire, notamment le fait que cela semblait être une mise en scène bien élaborée et calculée, surtout venant de Meghan, où l'on pouvait remarquer un manque de spontanéité lors de la réponse à certaines questions. Il y a vraiment beaucoup à dire par rapport à ce documentaire, franchement, parce que je l'ai regardé et les 3 épisodes. Mais bon, on n'a pas assez de temps pour cela, donc on va s'arrêter là. Et je vais juste demander à chacun ou à chacune de vous ce qu'il pense de l'histoire du prince Harry et de son épouse. Donc, s'il a eu peut-être un commentaire en particulier, etc. Et là, je vais commencer par Champi. Moi, j'ai pas vu le documentaire et je pense pas que je vais regarder. Mais ce que je sais, c'est que ce couple-là subit un harcèlement médiatique. Et on peut reprocher beaucoup de choses à Harry et Meghan.
mais on ne m'enlèvera pas l'idée que le racisme ne fait pas partie des raisons pour lesquelles ils sont autant persécutés par la Mhm. presse. C'est tout ce que je vais dire. Ah, d'accord. Mm. Et toi, Naomi? En tout cas, pour moi, le couple Harry et Meghan, c'est pareil comme ce que Champi vient de dire. C'est un couple qui subit beaucoup de harcèlement, mais à un moment, il faut accepter. Voilà, quand un homme finit par épouser, il choisit sa femme, finissez par l'accepter et basta. Même si ils sortent une série télé, où est votre problème? Regardez la série et vous fermez vos bouches, c'est tout. Donc, je comprends pas. Et aussi, la dernière fois, elle a fait une émission avec Oprah. Moi, j'étais vraiment touchée parce que elle parlait de tout ce qu'elle a subi dans la famille royale et tout. Franchement, il faut qu'on laisse cette fille tranquille. Il faut laisser ce couple tranquille. D'accord. Zenu, moi je vais entendre ce que Zenu a dit. Moi aussi. Bon, Oh, si je m'abstiens à ce que j'ai écouté, je ne peux pas vraiment donner un point de vue très lucide par rapport parce que je n'ai pas de fond en comble l'information sur cette affaire. Mm. Si je reste dans le langage camerounais, je vous dirais juste je suis dans les bleus. Ok, Wow. fair enough, fair enough. d'accord. D'accord. Et toi, Fiona, ton take on this news? Bon, moi, perso, je me dis que cet harcèlement que Meghan a particulièrement Subi. subi, merci, pourrait provenir réellement de ses origines. Parce que clairement, c'était juste une simple américaine de surcroît métisse, de mère noire et de père blanc, et qui arrive là, qui se retrouve dans un monde qui est Une complètement divorcée aussi, une différent. divorcée parce qu'elle a beau été Oui, une mariée. divorcée. Oui, donc en fait, c'est tout ça en fait qui peut peut-être être la cause réelle de cet harcèlement en fait, du fait qu'il y a eu Mhm. des personnes qui étaient contre leur relation. Mais bon, moi je pense que l'amour doit être au-dessus de toute chose, hein. Et en fait, j'admire le prince Harry pour le soutien qu'il a eu à l'apporter, Oui, quoi. c'est vrai, Et pour le ça fait subi. d'avoir résisté à tout ça. Bon, Mhm. concernant le documentaire, ce que moi je retiens de là quand même, c'est que j'ai aussi eu cette impression qu'il y avait beaucoup de mise en scène. Ça, ce n'est que mon avis personnel. Donc, Mhm. peut-être c'est faux, mais parfois, à un moment, j'avais l'impression que Meghan, c'est vrai, ça allait d'être une bonne fille, une personne brave, intelligente et tout ça. Mais c'était comme si elle était une femme trop parfaite, quoi. Pour moi, si on m'avait dit Mhm. qu'elle a peut-être fait telle erreur quelque part, moi, je n'allais pas la juger parce qu'on est tous humains. Mais là, Mhm. on avait l'impression que c'était un ange qui descendait du ciel et tout ça. Mais sinon, le documentaire en lui-même, il était intéressant. J'ai aimé. Et puis, j'ai aimé aussi le fait qu'ils veuillent parler eux-mêmes de leur histoire et que Mhm. et ne plus laisser en fait la presse nous parler d'eux et nous dire tout et Mhm. n'importe quoi, quoi. Parce que je Ok. m'en souviens, je vais même faire un petit commentaire encore pour clôturer. Je me rappelle quand j'étais encore au début de leur relation, je crois que j'étais même pas encore en Allemagne. Et on parlait beaucoup de Meghan et du prince Harry et tout ça. Je ne m'intéressais pas trop à leur histoire et à l'histoire britannique. J'avais l'impression que Meghan était noire de peau. Donc, je Mhm. n'écoutais que les rumeurs, les ragots, en fait, quand je me retrouvais dans certains endroits. C'est le jour où moi, je l'ai vue, peut-être à la télévision, je ne sais plus trop, que j'ai vu que c'était une blanche. Et Je j'étais Tu étonnée, veux en t'assure, dire fait. elle est clair de peau. vraiment, Elle est elle est light skin. blanche, elle est Tu veux dire qu'elle très est light blanche. skin. Elle Oui, n'est Si pas c'est on très te c'est dit pas ça, qu'elle blanche. est quoi, métisse, tu peux même pas croire. Si, tu peux savoir que non, 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 tu peux savoir Je qu'elle t'assure, a, moi, tu peux je savoir pouvais qu'elle a pas des croire origines que... noires. Elle n'a pas le teint de Kate. Bref, moi je. Mais Jean, Non, moi, moi, je je ne me pouvais disais pas quand qu'elle a même. Mais genre moi, 10% de noir parce qu'elle est hyper oui. claire. Mais les noirs viennent avec plusieurs shades. Est-ce qu'il y a seulement les dark skin? Il y a aussi les light Non, skin. Elle mais fait juste Je partie des là, light ça, sais, skin. moi mais aussi, en je light trouve skin, que elle c'est est hyper difficile de claire. croire même elle est vraiment noire. Elle-même, elle a dit dans son documentaire, elle a commencé à se confronter à cette réalité-là quand tout ça est devenu public, quand sa relation avec son mari est devenue publique et tout, et qu'on a commencé à s'intéresser à ses origines. C'est là qu'on l'a traité vraiment de black, mais sinon, elle n'avait jamais réellement ressenti ça. D'accord. Mm. Il faut qu'on passe à la deuxième Et actualité. deuxième actualité. Bon, bon, comme second waypoint, on va parler une fois de plus de la Coupe du Monde qui est très chaude en ce moment. Bon, je ne vais pas parler des meilleurs scores ou alors des finalistes de cette coupe, mais plutôt d'un événement qui peut être qualifié d'historique.
Il s'agit de la Française Stéphanie Frappart qui a été la première femme à arbitrer un match de la Coupe du Monde masculine le jeudi 1er décembre dernier opposant l'Allemagne et le Costa Rica au stade Al-Baïd Al-Khor au Qatar. Et elle fait partie des 3 femmes retenues parmi les 36 arbitres de champ de ce mondial avec la Rwandaise Salima Mukansanga et la Japonaise Yoshimi Yamashita. Il est à noter que 3 autres font partie de l'effectif des juges de ligne. Et à la suite du match arbitré par Stéphanie Frappart, il y a eu beaucoup de commentaires positifs concernant son arbitrage. Ainsi s'achève notre deuxième way fort de ce jour. Bon, là, je n'ai pas vraiment un commentaire particulier à faire, mais je vous invite, si quelqu'un a un truc à dire par rapport à cela, Bon, je qu'il le voudrais fasse. demander à Zenou, c'est quoi ses impressions par rapport au Au mondial? mondial. Oui, la Bon, Coupe du Monde. actuellement, l'Afrique a une équipe qui traverse les demi-finales. Mm. C'est bien, c'est à féliciter. Mais d'abord, j'ai été très frustré au début du mondial parce que toutes les équipes africaines avaient pour ambition ou pour objectif de traverser les quarts de finale. Mhm. Bon, pourquoi se limiter? Mhm. C'était comme si ils pensent que leur plus haut La limite, c'est limite, les quarts de quoi. finale. Mhm. Oui, pendant que les autres dans le monde viennent pour gagner. Mhm. L'objectif, c'est de remporter sur les équipes retenues en Afrique. Chacun cherche seulement à traverser les quarts de finale. Ça veut dire on a déjà un complexe. Oui. C'est vrai, hein. Voilà ce qui m'a écœuré. J'ai dit, Mhm. bon, si l'Africain ne pense qu'au quart de finale en Coupe du Monde, bonne chance et puis évoluer jusqu'au quart de finale, vous rentrez comme vous le voulez. Bon, moi, je ne suis pas le football. Oh, Donc Et toi, Naomi, tu es d'accord avec lui parce que tu as fait, c'est vrai, je c'est suis vrai. totalement d'accord avec lui et je ne vais pas être du même avis que mes frères Kamé lorsqu'on a battu le Brésil et qu'on est rentré. Les gens étaient contents de battre le Brésil. Moi, oui, j'étais contente, mais avec un gros pincement au cœur parce que j'aurais aimé qu'on traverse les qualifications et qu'on aille au huitième. Donc, pourtant, il y a beaucoup de Camerounais là qui disaient oui, vous êtes des aigris, vous ne pouvez pas, genre, vous pouvez pas être content et tout, toujours en train de voir le négatif et tout. C'est pas qu'on voit le négatif, mais c'est que si on vous bat, si on n'arrive pas à traverser les qualifs et aller au huitième, on n'a pas atteint l'objectif, donc ça ne sert à rien de commencer à faire du bruit partout, tu vois. D'accord. Et Mhm. vraiment, oui, j'ai l'impression que on n'a pas des objectifs très, très Très hauts, quoi. haut. On ne vise Voilà, pas le c'est ça. ciel, quoi. On ne vise pas le ciel et c'est dommage. Et toi, Fiona, par rapport à ta propre news, tu n'as pas un commentaire du fait que ce sont des femmes qui ont fait l'histoire en arbitrant les matchs masculins. En fait, c'est vraiment un événement historique. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est en fait ça qui m'a le plus marqué. C'est pour ça que j'ai voulu encore en parler aujourd'hui, parce que c'est un truc qui remonte déjà depuis le 1er décembre, donc un truc comme 2 semaines. Il y a une Française, Euh, une Africaine et une Japonaise, c'est ça? Une Rwandaise et Une Rwandaise. Ah, mais c'est bien, c'est bien, une c'est Japonaise. bien. Donc, c'est ça que j'ai trouvé intéressant et C'est bien. comment il fallait en parler parce que c'était la première fois. Donc, pour moi, c'est vraiment un événement. J'espère qu'à la longue, on rencontrera un peu plus de femmes parce que, en effet, les femmes sont aussi bonnes que les hommes dans divers domaines. Pourquoi est-ce que Mhm. c'est généralement juste les hommes qui doivent faire telle ou telle chose? Non, mais Donc, dans le cas présent, c'est pas. c'est une bonne chose. Et puis arbitrer, non, les hommes et les femmes sont différents. Donc, ils ne peuvent pas faire les Non, mêmes choses. Mais c'est dans C'est le clair. cas bien de présent, Je souligner. n'ai pas C'est dit que bien les de hommes et les femmes souligner. sont oui, pareils. oui, Mais pourquoi est-ce que oui. si une femme est en mesure de faire quelque chose, on ne la laisserait pas faire, en fait? Donc, il a dit que dans le cas précis, si c'est bien parce que il s'agit Oui, d'arbitrer le match. Donc, je un pense match. que le cerveau d'une femme est capable de faire la même chose que le cerveau d'un homme dans ce contexte-ci. Donc, c'est pour ça que je salue l'initiative de Mais la FIFA même pas seulement le d'avait cerveau, même bref, le physique, quoi, le fait de courir et de tout, courir, tout voilà, ça. Donc, si la femme ça est va, moi je trouve sportive, que ça, oui. voilà, Donc, c'est ça va propice dans au le fait que la bon. femme peut le faire et l'homme peut le faire. Bon, on va devoir se quitter pour une petite page de pause et pour revenir au plat du jour qui est le mythe de la création en pays bamileke.
Le topo du jour, c'est maintenant. Nous revoilà de retour, les boss et les bossesses, et il est temps de mettre les pieds dans le plat. Je voudrais d'abord donner un bref profil du peuple bamileke avant que Zenou ne nous donne son expertise. Donc, le peuple bamileke est un groupe socio-culturel qui occupe les terres Grassfield de l'Ouest Cameroun, et il paraît qu'ils seraient les descendants des Baladis, qui seraient partis de l'Égypte au 9e siècle et qui sont arrivés dans la région de Chikar au 12e siècle. Ce peuple est dit être dynamique et entreprenant, et ils vivaient dans les régions montagneuses. Et ils ont pour symbole dans leur culture, ils ont le ndop qui est appelé étoffe de rassemblement. Ils ont la queue de cheval qui est un synonyme de bravoure. Et ils ont le dindim qui est une graine de bénédiction, le ken qui est appelé l'arbre de paix. Et les différentes langues parlées en pays bamileke sont le gomala, le mendumba, le yemba, le gomba et le féfé. Zenou, est-ce que ce bref profil cadre avec ce que le peuple bamileke est? Parce que je me suis rendu compte que la dernière fois, on n'avait pas présenté qui étaient les bamileke. Bon, pour un premier temps, quand tu n'as pas une histoire et une connaissance sur un peuple, admets d'abord ce qu'on te dit. Avec le temps, maintenant, tu essayes de rectifier. Je pourrais rectifier notre descendance égyptienne. Ça va faire froid aux yeux parce que dans tous les manuels et tous les documents, vous allez entendre que nous sommes descendants d'Égypte. On a l'impression que le monde n'a été focalisé que sur un seul point et ça fait encore problème. Ça nous renvoie encore à la Bible où tout a commencé par un homme et une femme. Le peuple bamileke a certes des traits avec l'Égypte nilotique, mais nous ne sommes pas descendants d'Égypte parce que on recherche notre première personnes, c'est-à-dire les premiers parents qui ont fondé les lignées chez nous, dans la plaine de Fumban, actuellement chez les Bamoun. Les Bamoun qui sont descendus du nord nous ont chassés de ce côté-là, où nous partons régulièrement chercher ce qu'on appelle le crâne de la mère fondatrice. Donc les peuples bamileke traversent le Noun pour aller chercher. C'est pour eux, cette mère fondatrice-là représente pour les bamileke la première dame, la première femme la première personne qui a été matérialisée après la partie spirituelle chez les peuples bamileke. Donc, la deuxième chose qui peut encore nous mettre en doute, l'Égypte est complètement sur le patriarcat, alors que les peuples bamileke sont spirituellement sur le matriarcat et non sur le patriarcat. Voilà encore il y a plusieurs différences que je vais, avec le temps, peut-être c'est encore une autre émission pour essayer de revoir notre descendance égyptienne. Et ceux qui ont écrit que nous descendons de là, ils ont dit des baladis, les baladis. Les baladis. Oui, même ceux qui écrivent que nous descendons des baladis de l'Égypte, je le dis, ce ne sont même pas nous-mêmes. Quelqu'un d'autre te racontera qui tu es, mais toi seul pourras vraiment définir et savoir qui tu es. Retenez ceci. D'accord. Okay. Donc, merci pour cette explication. Donc, je rappelle aux éditeurs que le thème du jour, c'est comment faire le mythe de la création en pays bamileke. Donc, la première question que je voudrais te poser, c'est est-ce que le jugement dernier fait-il partie de la cosmogonie bamileke? Parce que le jugement dernier, tu comprends la référence. Quand on parle de jugement dernier, on se revoit dans la Bible où un jour, tout le monde va mettre un rang là et puis on va prendre le dossier de chacun, mettre sur la table et dire toi, tu pars à gauche, toi, tu pars à droite. Ça, voilà ce qu'on a dans la tête. Mais maintenant, chez les bamileke, on parle des portes, si je veux parler des traversées. On parle il n'y a pas un jugement dernier pour tout le monde. Il n'y a pas un passage pour tout le monde. Après ta vie sur Terre, il y aura maintenant un espace dans lequel tu serais stocké pendant que ceux qui sont après toi, ceux qui sont tes descendants, vont t'aider à purifier tout ce que tu as laissé dans la nature, toutes les impuretés de la nature. Donc ça, c'est pour tout. Et lorsqu'on l'a fini maintenant, tu traverses la porte qui te renvoie au point de départ, qui est chez nous la réserve. Donc, je ne peux pas parler d'un jugement dernier. Là, on ne te juge pas. C'est pas comme si tu es devant un procès, non. Mais tu es bloqué. La salle dans laquelle tu es t'empêche d'aller parce que
pour arriver au point de départ où tu étais quitté pour revenir, il faut que tu annules tous les effets négatifs que tu as laissés toutes les énergies négatives que tu as laissées dans la nature. Donc, je ne sais pas si après ça, vous allez me dire que oui, ça veut dire que le jugement dernier existe, ou non, ça veut dire que ça n'existe pas. Mais j'ai expliqué selon la culture bamileke. Dans ce cas-là, comment est-ce que les Bamileke expliquent la création du monde? Parce que c'est ça, en fait, le mythe de la création. C'est quoi exactement? À quoi cela reflète-t-il? Il faut d'abord, avant de parler de la création du monde, comprendre ce que c'est que la divinité chez les Bamileke. La divinité chez les Bamileke, c'est ce qui ne peut pas finir. C'est ce qui est continu. Et la divinité chez les Bamileke, c'est l'ensemble de tout ce qui existe. Ce n'est pas un corps à part entier. Comme ailleurs, quand on parle de Dieu, on voit un monsieur qui est quelque part assis. Mais chez nous, on a cette conception de voir tout en un seul bloc. Et on va vous dire, vous êtes les animistes parce que vous donnez vie à tout ce qu'il y a autour de vous. C'est parce que tout ce qu'il y a autour de vous constitue la divinité. Les hommes, les arbres, les animaux, les objets, c'est tout ça qui constitue ce qui est existentiel. Donc, la divinité chez nous, ce n'est que l'existence ou l'existentiel, tout ce qu'on a autour de nous. Il n'y a pas une force qui est ailleurs et qui envoie sa main pour dire « lève-toi, couche-toi ». Parce que ce sur quoi tu te lèves est là présent. Celui avec qui tu parles est là présent. Ce que tu manges est là présent. L'air que tu respires est là présent. C'est tout ça qui constitue la présence et par conséquent la divinité chez les Bamileke. Donc, si je comprends bien, en fait, tu veux dire que la création est la preuve que le créateur existe. En fait, c'est comme ça. En fait, si je dois résumer de façon banale, c'est comme ça que les Bamileke voient la divinité. Que le fait d'être là, le fait qu'il y ait les animaux, le fait qu'il y ait la nature, c'est la preuve que nous faisons partie d'un tout qui est considéré comme l'être divin. Voilà, d'un tout qui est considéré comme l'être divin. Mais la première phrase que tu as mis, qu'il y a un créateur, on ne voit pas un créateur, comme on le dit. En fait, nous sommes tous les créatures et les créateurs dans ce tout et rien. On dit nous tous. Parce qu'aujourd'hui, peut-être un tableau d'art n'existe pas. Tu vas créer un tableau d'art, tu vas dessiner, tu vas le fabriquer, tu vas fabriquer une chaise, ça va aussi exister. Donc, et tu auras constitué ou tu auras contribué à l'existentiel. Donc, tu as produit quelque chose qui ferait maintenant partie de la divinité. Donc, nous tous, nous sommes des créatures et des créateurs. Tu n'as pas existé. Papa et maman se sont mis ensemble et puis tu es né, tu as été généré du fait que papa et maman se sont mis ensemble et tu as été une partie de maman. Ce qui prouve que tu es une partie de maman, c'est que tu partages d'abord le même cordon ombilical. Tu consommes les cellules de maman pour grandir dans le ventre. Donc, eux maintenant, ils ont permis que tu sois. Donc, tu as été créé à base d'eux. C'est pas comme si quelque chose vient du néant. Bon, si dans ce cas, vous ne considérez pas donc qu'il y a un créateur, dites-moi donc à quoi donc servent les prières ou bien la surveillance que les ancêtres, ceux qui sont morts. Donc, à quoi cela sert? Puisque il n'y a pas de créateur, donc est-ce que leur onction, bien leur bénédiction aussi va compter? Parce que c'est à eux qu'on fait les offrandes, quand on fait le culte des ancêtres. C'est pas à eux. Mais c'est à eux qu'on parle, on demande leur bénédiction. Ils sont même comme des intercédaires, ou je ne sais pas si c'est ce qu'on dit en français, des middlemen. C'est comme ça que moi j'avais compris. Okay. Donc s'ils ne sont pas des middlemen, alors donc, on dit qu'il n'y a pas de man pour être un middleman. Finalement, Bon, ça devient confus. Non, c'est une très bonne question. Une très bonne question. En principe, la prière, dans le sens prier, ne fait pas partie de la spiritualité bamileke. Allez, je m'assois, je m'agresse, parce que quand on parle de prière, c'est s'agresser à quelqu'un. Chez les bamileke, c'est le contact. Donc, quand je fais l'acte qu'il faut, c'est par là qu'on a référence à la prière. Et une autre chose qu'on connaît beaucoup, c'est ce que je peux apparenter à la méditation. Et l'expression sur soi-même. Quand vous voyez nos mamans dire, quand il y a une situation, la maman ne va pas dire non, Seigneur, viens m'aider à faire ceci. Non, 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 non. La maman peut certes évoquer ses ascendants.
ceux qui sont venus avant qu'elle ne soit. Pour la simple raison, pour la pure et unique raison que si la divinité a permis que toi qui me parles, tu existes, c'est parce que tes parents ont existé. S'ils n'avaient pas existé, tu ne devais pas exister. Donc, la première chose que tu as eu à faire sur Terre, c'est d'exister et de naître. Et tu es né par qui? Par ton père et ta mère. Si les deux là étaient sortis du maillon, toi, si un seul d'eux était même sorti du maillon, toi, tu ne devais pas exister. Donc, la nature s'est matérialisée, ou tu t'es matérialisé dans la nature à travers eux. Ce qui fait que même la bénédiction, si tu veux parler de bénédiction, même l'énergie qui va te donner tout ce dont tu as besoin passera encore par eux. Et je prends souvent la pyramide de l'existentiel pour prouver aux gens comment est-ce que cela se fait. Au-dessus de toi, il y a ton père et ta mère, 2 personnes. Au-dessus de ton père et ta mère, il y a 4 personnes. Donc, tes 2 grands-parents, paternels et maternels, ou tes 2 femmes, les 2 femmes, maman, grand-mère, grand-père, grand-père. Au-dessus de ces 4, il y a 8. Au-dessus des 8, il y a 16. Au-dessus des 16, il y a 32, 64. Imagine-toi sur 10 générations. Ça veut dire qu'il y a tout un ensemble d'entités qui ont existé pour que toi seul tu existes. Et ce qui fait que chaque entité maintenant a un lien avec toi sur ça. Vers le haut, ça va donner des milliards. Attends, mais ça revient quand même aussi de personnes. Au principe de il faut honorer ton père et ta mère, qui est un précepte biblique. Parce que la dame dont tu prends l'exemple qui va demander à ses ancêtres, à ses ascendants de la protéger, c'est une sorte d'hommage qu'elle fait. Elle reconnaît leur impact dans la vie. Elle reconnaît qu'il faut honorer ses parents. Donc, en quelque sorte, ça revient à peu près à honorer ton père et ta mère. Comme toi-même, demain, tes enfants vont t'honorer. Demain, leurs enfants vont honorer ton enfant. Et ainsi de suite, en fait. C'est à peu près la même chose, peut-être dit de façon différente. Oui, donc là, je ne peux pas refuser. L'honneur aux ancêtres chez nous-mêmes est obligatoire. C'est obligatoire parce que quand tu ne le fais pas, tu as un fouet par rapport. Je le dis haut et fort quand je parle de fouet par rapport. L'une des choses sur le culte qu'on fait par rapport à l'ancestralité, c'est pour aider ces personnes-là par qui nous sommes venus à rectifier aussi pour eux. Donc, c'est du donnant-donner. Parce qu'ils nous ont fait exister, il faut que nous-mêmes nous concourons à leur repos, si je parle de repos, ou à leur traversée, voilà le mot, à leur traversée dans les portes qu'il faut. Donc maintenant, je ne sais pas quand ceux-là parlent d'honorer des parents et après ils nous interdisent de faire le culte ancestral. Est-ce que tu peux honorer ton parent sans aider ton parent à avoir ce qu'il faut ou à atteindre le niveau qu'il devrait arriver, où il devrait arriver? Okay. C'est juste des questionnements. Bon, là, j'ai quand même une question. Oui, vas-y. J'ai quand même une question parce que quand nous tu dis que il faut les aider à traverser. Donc, ça veut dire que quand ils étaient sur Terre, ils ont fait pas mal de choses qu'ils ne devaient pas faire. Et ils ont accumulé de la mauvaise énergie. Tu avais expliqué ça la fois passée. Et lorsqu'ils meurent, ils doivent se décharger de cette énergie-là. Et c'est nous, ici sur Terre, qui devons faire des bonnes actions pour compenser. Donc, est-ce que si tu n'honores plus tes parents parce qu'ils étaient de très mauvaises personnes, est-ce que c'est pour ça que peut-être tu auras des malédictions, tu n'auras plus de bénédictions dans ta vie, des trucs comme ça, quoi. Oui, donc, je sais pas une si très tu bonne comprends. question. Voilà. Une très bonne question. En retour, quand tu es en harmonie avec eux, ça veut dire que tout ce qui est reposé de positif qu'ils doivent déverser, ils déchargent ça sur toi et toutes tes portes s'ouvrent. Généralement, des gens ont des maladies qu'on essaye de soigner, on ne parvient pas à soigner parce que le nœud de la solution est ancestral. Il faut entrer dans son ancestralité et c'est l'harmonie qu'il doit avoir avec certains membres du maillon ancestral qui va permettre que cela soit. On ne trouve pas de soins. D'autres cherchent du travail, ils disent que c'est une malédiction familiale. En fait, c'est pas que l'ancêtre t'a jeté une malédiction. C'est tout simplement que l'ancêtre a décidé, puisque tu n'es pas aussi en harmonie avec lui, de ne pas faire tomber
ce qui devrait t'ouvrir ces portes-là sur terre. Parce qu'elle a dit que si ton parent était une mauvaise personne, donc tu ne l'as pas, ça veut dire que tu ne l'aides pas à réparer ses fautes, donc à décharger la mauvaise énergie qu'il y a sur lui. Toi, tu as dit tout à l'heure que c'est une relation de donnant-donné. Donc l'enfant doit aider le parent à éponger ses dettes. Et le parent, en retour, va lui verser les bénédictions qui lui sont dues. Donc, si l'enfant n'aide pas le parent à éponger ses dettes, le parent aussi va garder les bénédictions. Et donc, moi, je me dis, le parent, même dans l'au-delà, continue toujours de se comporter méchamment. C'est quoi le attends. Je coupe. Oui, Je c'est réponds. ça. Oui. Je réponds. Le topo du jour, c'est maintenant. C'est pas que le parent décide de ne pas te donner, non. Mais c'est parce que il faut que tu crées les fissures par lesquelles maintenant la bénédiction parentale va tomber sur toi. Donc, il y a une loi qui existe, une loi auquel il ne peut pas contrôler, que toi ne peux pas contrôler, qui demande à ce que, il faut que c'est toi qui installes ce pont-là si tu veux recevoir toute chose. Voilà. Et c'est la même loi qui a fait que tu n'as pas choisi ton parent et le parent ne t'a pas choisi comme enfant. C'est la même loi. C'est une loi qui ne dépend de personne. Bon, sans vouloir couper, je voudrais parler du fait, la dernière fois, on a parlé des réparations. Donc, en fait, tu as appelé ça aider à réparer les torts. Et dans mes recherches, je me suis rendu compte que même dans la Bible, on parle de réparation, notamment dans Nombre, chapitre 5, du verset 5 à 10. On parle de réparer les torts commis à une tierce personne et que si la personne à qui on a commis le tort est morte, il faut qu'on trouve son enfant pour que le tort soit réparé chez son enfant. Ça m'a un peu fait penser à ce que tu as expliqué la dernière fois. Et là, je me demande donc pourquoi il y a tant de conflits avec les intégristes. Je ne vais pas dire intégristes, mais je veux dire les personnes qui sont ancrées dans la tradition et les personnes qui préfèrent ou bien qui adoptent la foi chrétienne. Pourquoi il y a ce conflit alors que quand tu regardes bien dans certains cas, il y a des similitudes entre les deux. Donc, c'est ça que je voulais aborder comme nota bene. La première chose qui nous fait être radical face aux religions occidentales, c'est quoi? Ils nous demandent de passer par un homme qui n'a rien à voir avec notre ancestralité. Il n'est personne dans le maillon ancestral que nous sommes pour arriver à Dieu, par exemple. Voilà d'abord le premier concours. Même s'il faut qu'on repart les torts, ils vont vous dire, mais comment eux ils disent, mais dans leur interprétation, ils nous interdisent de faire des sacrifices, par exemple, dans le sens ancestral. Parce que chez nous, ou une petite différence que tu as dit, ici, là, il y a des cas chez nous que tu vas aller voir le successeur de la personne, c'est-à-dire celui qui représente la personne maintenant. Mais il y a des cas où tu ne peux pas passer par le successeur. Il te faut passer par un canal invisible pour atteindre celui à qui on avait fait le tort et fait. Donc, et la personne puisque la personne n'existe plus, tu vas aller vers la personne ou vers un élément qui te rapproche à la personne. Okay. Oui, non, je dis, c'est pas le successeur n'a pas droit à ça. Il ne peut pas faire cela. Il faut passer par la personne. Et voilà pourquoi parfois on enlève le crâne, qui était une partie essentielle que je vous avais dit la dernière fois, pour mettre de côté et puis par moment passer par là. D'accord. Ok, d'accord. Et ce que je voulais aussi savoir, c'est est-ce que, Zenou, vraiment, j'aimerais que tu me dises, est-ce que c'est tout le monde, donc tous ceux qui sont déjà morts, tous nos ancêtres, est-ce que eux tous sont capables de donner des bénédictions? Même si... Je te dirais, te dirais avant que tu ne finisses, je te dirais oui. Il n'y a pas un ancêtre qui n'a pas qui ne peut pas faire que le pont de bénédiction s'ouvre. Il n'y a aucun. Même s'il a fait tellement de mal dans sa vie, il est toujours capable de donner des bénédictions. Ça, c'est sa vie sur terre. Oui. Ça, c'est sa vie sur terre. Et la punition pour le mal qu'il a fait, c'est pas qu'on ne l'interdit pas, il peut pas ne pas te donner la bénédiction. La punition, c'est qu'il va falloir qu'il reste dans cette cellule pour qu'on repart ses torts pendant longtemps. Et là-bas, il n'est pas en paix. Là-bas, il est dérangé. Là-bas, il est menacé.
Il est menacé parce qu'il n'est ni du monde des vivants ou il n'est ni de l'autre côté. Donc, il est sur une ligne, si on peut le dire. Imagine-toi qu'on te met sur une ligne que tu ne peux ni aller devant ni aller derrière et tu vas passer toutes tes journées et tes nuits là-bas jusqu'à ce qu'on repart tous tes torts. Moi, je dis souvent, juste imagine comment tu vas te sentir. Tu ne peux pas être libre, tu ne peux pas bouger, tu ne peux vivre que ce qui est là. La seule chose qui est là, c'est que quand quelqu'un crée le pont, la bénédiction passe par toi. Puisque ce n'est pas quelque chose que tu vas forcément détenir, mais quand la personne vient t'aider à ce que ta ligne s'agrandisse un peu, pour que tu sois un peu plus légèrement à l'aise, par récompense, il y a la bénédiction qui passe et retombe sur toi. Donc, tous les ancêtres, il n'y a aucun ancêtre que tu dois délaisser. Mhm. Bon, D'accord. je voulais toujours pour faire un versus christianité et culture bamileke, je voulais savoir si dans le christianisme, pardon, si dans la religion bamileke, bon, est-ce qu'il y a aussi le concept de Dieu créa l'homme et la femme plus l'homme pour demander d'aller peupler le monde? Est-ce qu'on a aussi ce concept-là là-bas? Voilà. Si on n'a pas un Dieu qui est quelque part et à part, c'est où on tombe vraiment dans le mythe de la création. L'homme vient d'où? Voilà d'abord la première question. Chez nous, l'être humain est composé de deux parties. Dans d'autres langues bamileke, ils vont parler de Mentun. Dans d'autres, ils vont parler de Mutu. Ils vont parler, mais vous allez, dans vos langues, si vous êtes bamileke, vous aurez toujours deux portions. La première portion représente la partie matérielle et la deuxième partie, la partie immatérielle qui anime la partie matérielle. Donc, maintenant, la partie immatérielle vient d'où? La partie immatérielle vient d'un lieu chez nous qu'on appelle généralement les lieux sacrés. Moi, j'appelle la réserve. La réserve, c'est la réserve énergétique. L'énergie invisible. À la fin, quand ça se matérialise, ça donne l'homme. Donc, l'homme commence par l'énergie. Ce qui commence par l'existentiel commence chez nous par la pensée. Cette énergie-là, c'est la pensée ou c'est l'état. Donc, l'état existe. L'état est là, tout autour de nous, partout. Mais ça se concentre parfois dans certains lieux. Et maintenant, quand ça se concentre dans ces lieux-là, par le concours d'une dame et un homme dans les conditions qu'il faut pour que la femme puisse concevoir, quand ils sont dans cela, ça fait appel maintenant à cette énergie-là qui quitte du lieu et tombe dans le ventre de la femme. Quand ça tombe maintenant dans le ventre de la femme, le reste se fait dans le ventre de la femme. Donc, la partie matérielle maintenant, c'est la femme, c'est la portion de la femme. L'enfant, c'est vraiment les cellules de la mère. Parce qu'au départ, il est petit, il consomme ce que la mère consomme, il mange les cellules de sa maman, il prend le corps, il prend le volume et puis après, il sort. Donc, l'essentiel qui est l'énergie, c'est la seule chose qui ne vient pas de la mère. Cette énergie-là qui vient. Et les rapports sexuels ne déclenchent que la sortie de l'énergie dans un lieu pour venir entrer dans le corps de cette maman-là. Mais est-ce que tu sais que les sceptiques... Oh, vas-y. Oui, vas-y. Mais est-ce que c'est que les sceptiques diront que qui a créé l'énergie? Elle vient d'où? Mais justement, c'est la question que moi-même je devais poser, mais avant ça, il y a pas un premier homme et une première femme, et avant que ça suive avec le processus de l'énergie. Écoutez, je continue. Mm-hmm. C'est cette énergie-là que je vous parle qui est la divinité. C'est ce qui ne va pas finir. Ok. C'est ça qui constitue ce qu'on ne va jamais épuiser. Mm-hmm. Maintenant, la matérialisation physique dépend de où nous venons, de où nous sommes. Donc, une herbe qui forcément n'est pas la même herbe qui pousse en Europe. Et une nouvelle herbe peut sortir en Afrique qui ne sort pas en Europe. Parce que les conditions de l'environnement ont favorisé que cela existe. Maintenant, pour nous les humains, tout a commencé à se matérialiser par une femme. Ce qu'on appelle chez nous la mère fondatrice. Donc, elle est comme la première personne que la nature a eu à faire des mutations et est tombée sur elle. C'est elle que nous partons, les Bamileke, chercher dans la plaine de Fumban. Donc, pour chaque famille, pour chaque descendance, il y a une qui a commencé. Il y a une de ces femmes-là. Et chez nous, quand on va chercher cette femme-là, elle est accompagnée d'un homme qu'on appelle son mari et d'un enfant qu'on appelle son premier fils. Donc, généralement, chez nous, on dirait que toutes les familles ont été créées par une femme, un homme, et après ces hommes-là, il y a eu un garçon qui a été, donc on appelle les premiers qui ont été, qu'on peut dire comme les premiers qui ont été créés.
Mais ils n'ont pas été créés sur un seul endroit. Même dans la plaine du Noun, il y a plusieurs points. Ce qui fait que ma famille n'est pas forcément ta famille. Et on reconnaît les membres d'une même famille chez nous par ce qu'on appelle le matriarcat. Donc, je suis lié à ma mère est liée à sa mère. Ils sont liés jusqu'à cette première femme-là. Donc, mon frère consanguin, par exemple, n'a pas de même mère fondatrice que moi. Oui, parce que vous Donc, n'avez dans le pas mythe la de la même mère, création, mais juste le même père. voilà, on n'a pas la même mère. On n'est pas lié à... Dès qu'on n'a pas la couple, Même on n'est mère. pas lié à la même mère Oui, fondatrice. vous n'avez pas le même ventre, quoi. Oui. Voilà, ça, voilà le mot. Donc, chez nous, si au départ, il y avait un seul homme et une femme, comme on le dit là, ça veut dire que nous tous, nous serons même ventre sur terre. Donc, nous serons les fruits. Nous sommes seulement une continuité d'inceste qui continue. Non, Comment non, on- non, non, mais c'est... Attends, même, peut-être je vais vous choquer, même dans le christianisme, on ne vient pas tous de Adam ou de Ève. Il y avait déjà des hommes avant cela. Si les gens regardent bien le livre de la Genèse, il y avait d'abord d'autres peuples, et avant qu'il a créé Adam et D'autres Ève. peuples comment? Moi, j'avais jamais Franchement, moi, j'ai entendu. jamais Bah, lu ça. moi, je Quel l'ai lu dans la verset Genèse. de Moi, la je l'ai Genèse? lu quand je revisitais encore la Bible. J'ai lu et je me suis dit que, mais ça reste ça. Parce que justement, à force de dire qu'on vient tout à l'heure, ça veut donc dire que nous sommes tous des frères et sœurs. Donc, il y a eu l'inceste. Or, l'inceste est condamnable dans la Bible. Bref. En tout cas, je dis ceci, allez chercher si vous voulez, et j'invite aussi les auditeurs à aller chercher. La dernière question que j'aimerais poser avant qu'on le finisse, parce qu'il faut vraiment qu'on move forward, c'est est-ce que la circoncision a une valeur spirituelle en pays bamileke? Parce que dans la Bible, ça a une valeur spirituelle. C'est une alliance entre Dieu et son peuple. Et je sais que chez Bamileke, on circoncie toujours après le 8e jour. Ce qui est une coïncidence étrange. Oui. Chez l'homme, on enlève le côté homme, le côté femme de l'homme. Chez les Bamileke. Avec la On enlève le circoncision. côté femme femme comment? de l'homme. Oui. Toute énergie est en même temps bisexuelle au départ, à la création. Maintenant, ça veut dire que quand dans les premières instances que tu as porté un enfant dans le ventre, il n'a pas encore de sexe. Maintenant, au fur et à mesure que l'enfant se développe, soit l'appareil génital se forme de l'intérieur, ça crée maintenant l'organe interne qui génère la femme, soit l'appareil génital se forme de l'extérieur. Et à la fin, ça va donner soit un garçon. Si vous partez faire l'écho à un certain qu'on ne connaît pas encore le sexe, quand l'enfant grandit maintenant, il sort. Le côté homme a pris le dessus, mais le côté femme n'est pas complètement limité, n'est pas éliminé. Ce n'est pas éliminé. Il peut avoir des difficultés. Parfois, quand il va vouloir se procréer, quand il va se mettre en contact avec la femme, ça peut être un frein pour lui pour la procréation. Ça peut être un frein. Pas forcément que ça limite, mais que ça coupe. Non, tu procrées, mais ça ne donne pas, le résultat n'est pas l'attendu. Donc voilà pourquoi maintenant du côté spirituel, on doit enlever cela et laisser quasiment librement ton côté homme s'exprimer. Ok, et maintenant chez la femme, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on enlève qui cache, je dis qui cache Il n'y a pas d'incision chez les femmes, chez les Bamileke. Chez les Bamileke, il n'y a pas. Il n'y a pas, je vous dis, mais dans d'autres peuples africains, il y a. Et c'est un sujet sensible, donc il vaut mieux ne pas l'aborder, mais chez les Bamileke, il n'y a pas. Voilà. Nous voici de retour pour la dernière partie de l'émission, chers boss et bossesses. Bon, le thème du jour nous a vraiment suscité notre curiosité, mais il faudrait vraiment qu'on mette une fin pour qu'on puisse avoir le plaisir d'écouter la rubrique de Naomi, les mots pacneux et les mots sages. Naomi, fais-nous rêver. La rubrique, les mots pactes et les mots sages. La rubrique, les mots pactes et les mots sages. Aujourd'hui, dans notre rubrique des mots pacnieux, on va parler de l'histoire d'un homme âgé qui devait se faire opérer. Et cet homme a insisté pour que ce soit son gendre, qui est un grand chirurgien, qui l'opère. Le jour de l'opération, avant d'être endormi, il a demandé à parler à son gendre. Donc, il dit à son gendre
mon fils, ne sois pas nerveux. Fais de ton mieux. Si jamais l'opération tourne mal et que quelque chose devait m'arriver, souviens-toi que ta belle-mère va aller vivre chez toi. Donc, fais de ton mieux, mon fils. Donc, mes boss et mes bossesses, et aussi à vous le panel, est-ce que le beau-père a bien rassuré son gendre? De savoir s'il a survécu. Mais non, de savoir si, après ce qu'il lui a dit, est-ce que son gendre va tout faire pour bien l'opérer, ou alors son gendre va dire, bon, ok, d'accord, le père, tu as parlé, mais je vais t'opérer et on va voir comment ça va se passer. Fiona, toi, tu penses quoi? En fait, ça dépend, hein, parce que, bon, ça dépend du comportement de la belle-mère, en fait. Si c'est une bonne belle-mère, il est rassuré. Si c'est une mauvaise femme, peut-être que là, il aura un peu peur et peut-être ça va lui mettre certaines pression pour qu'il puisse bien l'opérer. Je Je Et sais vais toi, pas. Zenu? demander à Zenou, c'est son avis même qui me retient ici. Bon, la Ok. relation entre le beau-fils et la belle-mère peut jouer. Je dis bien peu, mais pour une personne très consciente qui sait ce qu'il a à faire, il y a beaucoup de petits détails que je vais tirer votre attention sur ça. Maintenant, Mhm. le beau-fils peut faire le travail pour que le beau-père résiste. Dans un cas, il peut voir que le beau-père, c'est tôt pour lui. Il est en santé. Ce n'est que cette opération qui le dérange. Il fait son travail à fond. Même si la Mhm. belle-mère va venir ou même si la belle-mère ne va pas venir, il fait vraiment son travail de façon professionnelle. Deuxièmement, il peut voir que le beau-père est déjà en souffrance, en très grande souffrance. On ne va pas le dire à Mondiovision, mais ce sont des choses qui se passent. Il peut faire le travail dans un souci de dire, ah, si ça passe comme ça va se passer, on va supporter parce que lui-même, il souffre déjà beaucoup. Ça, c'est Mhm. d'un. Ça, c'est du côté beau-père. Maintenant, du côté belle-mère, si c'est que le père de Cru va mourir, même si tu fais mal, même si tu fais bien, il va partir. Fais seulement ton travail comme un homme professionnel, tu passes. Tu ne peux que supporter la belle-mère de Cru. C'est bien, elle est méchante, mon gars. C'est ta belle-mère. Tu vas aussi, tu as accepté sa fille, donc accepte-la. Ok, Si elle est bonne, merci. c'est bien. Naomi, c'est quoi la réponse? Mais non, il n'y a pas de réponse. Il n'y a vraiment pas de Euh, réponse. Ça dépend, hein. Ah, ok. Ça Non, dépend. ça dépend du Si point de tu vue peux de tout un supporter ta chacun. belle-mère, tu opères bien. Si tu vois que tu ne peux pas supporter ta belle-mère, tu fais tout pour bien opérer pour que le père sorte bien de l'opération. D'accord. Voilà. Mhm. Et c'est quoi les mots sages de cette semaine-là? Oh, bon, j'ai eu beaucoup de mal à choisir la citation. Mais bon, comme mot sage, j'ai pioché une citation d'Albert Einstein. Vous savez, j'aime Hmm. beaucoup Albert Einstein. Je ne sais pas ce qu'il m'a fait, mais moi, je l'aime beaucoup. En fait, la citation, c'est je crois en une vie après la mort, tout simplement parce que l'énergie ne peut pas mourir, elle circule, elle se transforme et ne s'arrête jamais. Donc, avec cette citation, j'ai voulu rester dans le thème du jour. Mais c'est ce que Zenu a dit dans ses Oui, j'ai voulu explications. rester dans le thème du Mais tu jour. ne pouvais pas savoir ce qu'il allait dire. Je vais dire que moi, ça me Justement, choque. je ne pouvais pas savoir. Et Donc, oui, et là, il faut que Zenu, Zenou quand même dise quelque chose par qu'est-ce que rapport. tu en penses? Oui, oui. Ce que je peux dire, c'est vrai que l'énergie ne se dissipe pas, l'énergie, mais est-ce que forcément, puisque l'énergie ne se dissipe pas, c'est une vie qui est après la mort? Parce que l'énergie peut se transformer autrement. Ce que vous appelez vie, je ne sais pas si au retour, quand tu retournes dans cet espace-là, je vais appeler ça une nouvelle vie, mais c'est quand même une nouvelle existence. Si Mhm, moi, on me demandait, je veux dire que je crois à une existence de l'au-delà ou d'après la mort. Donc, après la mhm, mort, il y a toujours une existence. Et le côté qu'il a dit, ça rejoint beaucoup plus les croyances africaines parce que chez nous, mhm, l'énergie ne disparaît pas.
Même Mhm. l'herbe qui tombe, son énergie va encore régénérer pour donner autre chose et donner une nouvelle vie. Donc, je me dis que les Bamileke ont été très en avance même sur les sciences. Parce que celui qui vient faire mettre les pieds dans cette culture-ci et cette tradition-ci, il va mieux comprendre les sciences, comme il va comprendre les sciences comme les savants de Les l'Occident. sciences philosophiques, si Mais on peut même, Oui. dire. même en physique, et même à l'école en physique, nous, on nous a enseigné qu'il y a toujours conservation de l'énergie. Donc, Conservation et ça, transfert de voilà, l'énergie. conservation de l'énergie, vraiment, c'est ce qu'il a dit. Et je suis ravie Oui, que... moi, ça m'a éduqué parce que c'est exactement ce qu'il a dit, que Mm. l'énergie ne se perd pas, elle se transforme et tout dans ces explications. Donc, ça veut donc dire que la croyance américaine croit à la vie après la mort, ou bien c'est ta croyance personnelle, Zenu. Non, Il a dit il que a... c'est une existence, qu'il ne va pas appeler ça la vie, Hmm. sauf Ok. si j'ai mal compris. Ah, d'accord. Bon, merci beaucoup, Mais Champi, toi, Naomi. tu dis quoi par rapport? Moi, j'ai pas eu Non, ton... je le dis rien parce que j'ai été surprise par la réaction. J'ai dit que c'est à peu près ce que Zenu nous a expliqué lors du débat sur le thème du jour. Donc, c'est ça que moi je dis. Donc, voilà. Mhm. Euh, mhm. Donc, on va passer à la rubrique Wandayance, ma rubrique préférée. Et je sais que c'est aussi la rubrique préférée des boss et bossesses. Donc, ne soyez pas jaloux. On va passer à la rubrique Wandayance, qui est une question avec 4 choix de réponse. La rubrique Wandayance. Wanda Wanda. Wandayance. La rubrique. Aujourd'hui, ce sera très, très dur même. Donc, attachez les ceintures. Qui est l'auteur? Ne ris pas, je ne vais pas trouver, même si tu triches. Qui est l'auteur de ce paragraphe? Qui est l'auteur de ce paragraphe? Les morts ne sont pas sous la terre. Ils sont dans l'arbre qui frémit. Ils sont dans le bois qui gémit. Ils sont dans l'eau qui coule. Ils sont dans l'eau qui dort. Ils sont dans la case. Ils sont dans la foule. Les morts ne sont pas morts. Option numéro 1, c'est Seydou Badian Kouyaté. Option numéro 2, c'est Christian Mops. Option numéro 3, c'est Shigozi Obiama. Option numéro 4, c'est Birago Diop. Option numéro 5, c'est Mongo Betty. Option numéro 6, c'est Albert Camus. Euh, Hmm. ok. Je passe la parole à l'invité. Zenu, d'après toi. Bon, je commence par l'option 5. Si je rate 5, je reviens au 1. Voilà mes deux choix. Donc, Mongo Betty ou bien Seydou Badian Kouyaté. Oui. OK. Et toi, Naomi, ne triche pas, s'il te plaît. À Choisis. part Seydou Badian Kouyaté, il y a qui? Pardon. J'ai dit Seydou Badian Kouyaté, Christian Mops, Shigozi Obiama, Birago Diop, Mongo Betty et Albert Camus. Birago Diop, là, c'est qui? C'est un Africain. Je sais pas. Je crois. Ça, c'est la tricherie là-bas. Voilà, Non, tu vas avoir les indices. voilà, Comme Zenou, juste vous êtes une des offense, tricheuses. c'est apprendre avant. Même Zenou, c'est que vous êtes des tricheuses. Mais Tricherie non, moi, internationale. moi, franchement, c'est entre Badian Kouyaté et Diop. Le nom Diop, là, ça me dit quelque chose. Donc, Birago Diop ou bien oui, Seydou Badian Kouyaté. OK. oui, moi, Non, moi, je me il faut dis ça doit choisir être un. Diop. Quand tu penses à Tchekanta Diop et puis tu te dis que Oui, Ah, voilà. c'est pour ça, check Anta Diop. Non, c'est pas lui, c'est pas lui, Non, c'est pas mais lui. non, c'est une c'est autre Birago personne. Diop, je crois. Franchement, je me dis que Diop, là, ça me dit quelque chose. J'ai déjà entendu OK, ça et quelque toi, part. Fiona? Tu vas prendre De manière aléatoire le 4. Birago Diop aussi. Ah, c'est Birago Diop. Ok, j'avais déjà ça dans ma tête. Bon, la réponse est... Vous avez raté! C'est qui alors? Non, il n'y a que Zenou qui a raté. Vous avez trouvé Fiona et Naomi. Deux tricheuses. C'est Birago Diop. Vous êtes des tricheuses. Ah, ça va même pas la peine de jouer même. Anyway. Non, c'est bien. En fait, c'était C'est le bien. hasard. Ça n'a rien Le de Oui, hasard. oui, la C'est tricherie. J'ai Non, même pas le tu nom de savais la que c'était personne dans la tête. Tu savais parce que Naomi a dit ça, tu as dit que oui. J'ai dit ça au hasard, le 4. Tu savais que c'était la réponse 4, Fiona. Ne peux pas semblant. Tu savais que c'était la réponse 4. Non. Bon, bref. Tu vois, vous avez trouvé. Je donne la réponse. Donc, c'était Birago Diop, effectivement. Donc, le titre du poème, c'est Le souffle des ancêtres, qu'il a écrit dans son recueil de poèmes L'heure et lueur en 1969.
dans les éditions Présence africaine. Et donc, Birogo Diap est né en 1906 et il est mort en 1989. C'est un diplomate vétérinaire et écrivain et poète. Et il a fait ses études de médecine vétérinaire à l'École nationale vétérinaire de Toulouse et il a obtenu son diplôme en 1934. Et à cette époque-là, il rencontre donc Léopold Sédar Senghor et s'associe au mouvement de la négritude. Donc, il a exercé comme vétérinaire de brousse dans plusieurs pays africains, le Soudan, la Côte d'Ivoire, la Haute-Volta, qui veut dire Burkina Faso, et la Mauritanie. Et Birago Diop s'intéressait beaucoup aux contes qui ont eu lieu dans la partie AOF. Donc l'AOF, c'est l'Afrique Occidentale. voilà, Occidental français. Française, voilà, merci. Donc, à l'époque où il est né, c'était encore sous la colonisation française. Donc, dans l'AOF, c'est à peu près l'Afrique de l'Ouest en réalité, s'il faut être honnête, si on enlève les pays anglophones de l'Afrique de l'Ouest. Et c'est alors lors de cette période-là qu'il recueille donc beaucoup de contes et de fables du griot Amadou Koumba, et il les met par écrit, et ce qui donne son premier recueil qu'il a publié en 1947. Et il est diplomate parce que Léopold Sédar Senghor l'a nommé ambassadeur de Tunis de 1960 à 1963. Et il a reçu la distinction du Grand Prix littéraire d'Afrique en 1964. La biographie de quelqu'un, Massa. Ok, Donc d'accord. voilà. En fait, comme je savais qu'on allait parler un peu de le mythe de la création chez les Bamileke, et puis quand j'ai cherché un peu le profil du peuple Bamileke sur Internet, je suis tombée sur le magazine routemagazine.fr, et là, ils ont dit que chez les Bamileke, les morts ne sont pas morts. Ça m'a fait penser à ce poème-là, parce que ça, on l'a lu, je l'ai lu quand j'étais, je ne sais plus en quelle classe, mais j'ai lu le poème-là. Et je me suis dit que, ah tiens, c'est bizarre ça. Est-ce que c'est un Bamileke qui avait écrit le poème là que les morts ne sont pas morts? Et bien, quand j'ai cherché, je me suis rendu compte que non, c'est même pas un Bamileke, c'est un Sénégalais, quoi. Donc, pour dire qu'en fait, peut-être c'est une idée qui est propre à l'Africain, que les morts ne sont pas morts, je sais pas. Et c'est sur ces paroles-là qu'on va se quitter. Donc, merci beaucoup, les boss et les bossesses. Et à titre d'information, si vous avez aimé ce que Zenou a partagé avec nous comme information, vous pouvez le retrouver sur ces 3 chaînes, donc sur YouTube, sous le nom de Zenu, U, accent grave, Men, E, accent aigu. Donc, c'est 2 mots différents. Sur Facebook, sur Zenu Production, ou bien sur son site web, Camerloop, donc Kamerloop.com. Voilà. Donc, merci beaucoup d'avoir été parmi nous. Zenu, merci beaucoup à Naomi et à Fiona, mes acolytes. Et merci aussi à la radio RCF Bruxelles. Et surtout, merci à vous les boss et les bossesses pour l'écoute. On est ensemble. Ciao et rendez-vous au prochain épisode. Bye bye les boss et les bossesses. Bye bye les boss et les bossesses. Bye bye.